Et c'est parti, on se retrouve après maintenant plusieurs semaines d'absence suite à notre première preview, je sais plus comment on dit, du premier tour des playoffs. Alors je sais que le deuxième tour des playoffs a d'ores et déjà commencé depuis maintenant 2 semaines, je pense, 1 à 2 semaines, parce qu'il y a certaines séries qui sont déjà euh, en attente du cinquième match, notamment Philly contre les Celtics et les Nuggets contre les Suns. Et ce soir, on aura le match 4 entre les Warriors et les Lakers et le Heat et les Knicks. Je voulais d'abord faire un premier retour sur tout simplement le premier tour, parce qu'on avait fait des pronos. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, mais on avait fait des pronos sur le premier tour. Et pour être très honnête, euh, bah il y en a juste un peu plus de la moitié. Je crois qu'il y a 3 séries où on s'est gouré. En tout cas, moi de mon côté, il y a 3 séries où je me suis gouré en termes de qui allait passer. Je pense notamment aux Heat, aux Knicks, aux Warriors, et c'est tout, parce que le reste, j'avais vu juste. Et je voulais faire un petit débrief tout simplement sur ce qui s'était passé, les tenants, les aboutissants, les dynamiques de certaines équipes, pour tout simplement faire une update et après faire un petit prono assez rapide sur les séries qui sont déjà entamées pour voir qui sera le Final Four pour les 2 finales de conférence respectives. On va commencer à l'ouest. Je vais mettre le gros tableau. Hop. Bien évidemment, la transition a déconné. Mais voici le gros tableau des playoffs. Toujours sur NBA.com, hein, bien sûr. On va commencer à l'ouest avec le premier contre le huitième. Une série qu'on avait un petit peu pronostiquée avec Enzo. Globalement, domination des Nuggets. Un petit soupçon d'orgueil dans le match 4, je crois, de la part des Wolves, avec une belle victoire de Anthony Edwards et compagnie, mais globalement, les Nuggets sont absolument déroulés. Si on fait un petit tour sur la série, on va voir que globalement, on a eu un Jokic qui était presque en triple-double, avec un Edwards qui faisait un petit peu cavalier seul. Une belle victoire en overtime, comme je le disais, de la part de nos compères de Minnesota, mais sinon, voilà, 109, 80, 122, 113, 120, 111. Avec un petit match 5 un petit peu accroché, mais globalement, si on voit les stats de la série, voilà, on a du Anthony Edwards, mais sinon, voilà. Et on a eu un très très gros Jamal Murray également qui a fait une belle série, mais comme vous pouvez le voir, les Wolves n'ont pas trouvé offensivement la solution avec une belle défense de la part de nos amis des Nuggets. Toujours out-rebounded, ce qui est d'ailleurs un petit peu curieux dans le sens où Jokic est un très bon poste 5, mais il n'est pas physique et il n'est pas réputé pour choper non plus des milliers de rebonds. Et quand on a Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, on peut se dire que normalement la raquette devrait être dominée de la part des Wolves, mais ça n'a pas été le cas. Et overall, meilleur pourcentage. Les Nuggets étaient juste meilleurs. Et puis ils étaient très très adroits derrière l'arc, avec une dominance bien évidemment à l'intérieur. C'est ce qui caractérise globalement les Nuggets, hein. C'est beaucoup de shoot extérieur avec du Bruce Brown, du KCP, du MPJ, du Jamal Murray, même du Jokic quand il est en forme, et du Jeff Green. Et puis après, tout se fait dans la raquette, hein, avec des drives assez agressifs de la part de Jamal Murray, des cuts de Aaron Gordon et des mixtapes de Nikola Jokic, et j'en passe. Et donc côté Wolves, on le voit que ça a peiné un peu. Ça n'a pas été ridicule, honnêtement. Je pense qu'ils ont bien. Ils ont fait une belle série, mais comme on peut le voir, on a eu un Jamal Murray de gala, avec un Jokic toujours dans ses standards, un MPJ qui était plutôt en forme, contrairement à la série actuelle où il passe un petit peu à côté de ses matchs. Un Ron Gordon toujours en lieutenant, qui fait le taf. Et puis voilà, comme je disais, Bruce Brown, KCP. Je veux dire, il y a 6 joueurs qui sont au-dessus de 10 points, ce qui est énorme. Et ça montre aussi la dominance et l'aspect overall des Nuggets sur cette campagne de playoff. Et puis en face, Bernard Edwards avec un Towns qui est très timide et un Gobert qui fait du Gobert, mais qui n'est pas suffisant pour gagner. Et après, voilà, comme on le sait, il y avait des gars qui étaient blessés, donc impossibilité de rivaliser tout simplement. Et ce qui fait que une saison entre guillemets sauvée, on va dire, pour nos amis des Nuggets, des Wolves, parce qu'on attendait beaucoup plus de cette équipe. Évidemment, ça a floppé, ça a été flopesque. Ceci étant dit, ils arrivent à éviter le ridicule et attraper une victoire à domicile pour satisfaire leur fanbase. Mais c'était sans équivoque, évidemment, une dominance des Nuggets, comme on l'avait pronostiqué. Je pense qu'on underrated un peu, on sous-estimait, pour parler français, les Nuggets, parce qu'on s'était dit, bon, Jokic, voilà, c'est sa 3e saison, en calibre MVP, c'est super, c'est nickel. Et on a un petit peu sous-estimé, je pense, la dynamique, la force du coaching de Mike Malone, qui est quand même pas ridicule. Et puis, tout simplement,
système de jeu qui fonctionne très bien depuis maintenant la bulle et qui fonctionnait très bien même avant. Je pense qu'ils sont à la quintessence de leur art, à leur paroxysme, et ils ont un très très bon effectif avec une petite profondeur de banc, mais une belle profondeur de banc. Et, euh, et c'est ce qui fait que les Nuggets sont au deuxième tour. Là, ils sont en 2-2 face aux Suns, parce qu'ils sont pris deux mixtapes de Kevin Durant et Devin Booker à la suite, mais on en parlera après. Mais les Nuggets sont en bonne voie pour moi pour aller chercher une place en finale de conférence et peut-être même en finale. Côté Suns Clippers, la série était un petit peu beaucoup moins serrée qu'on ne le pensait. Il y a eu un très très gros match. Alors, je voudrais quand même souligner la performance de Russell Westbrook sur ses playoffs. Comme on peut le voir, hein, ils ont gagné le match 1, les Clippers, avec un gros Kawhi. Et puis après, Russell s'est retrouvé seul, tout simplement, sur cette série, face à nos amis des Suns qui étaient bien plus en rythme, une meilleure équipe globalement. Et on savait que de toute façon, les Clippers, ça n'est pas passé. Je pensais qu'il pourrait y avoir peut-être un upset ou du moins un match 7, tu vois, quelque chose d'assez. Une vraie bataille. Euh, et non, en fait, Paul George n'était pas là, donc déjà il n'y avait pas de bataille. Et puis Kawhi, vu que sa sœur a été condamnée à mort ou à la prison à perpétuité, euh, il a été out, et puis il était blessé de toute façon. Donc les clés de la franchise des Clippers, ça a été laissé à Russell Westbrook. Il a fait un vrai travail, honnêtement, pour être très sincère. Vous voyez les matchs, à part celui-là qui était un petit peu une branlée, mais voilà, moins 5, moins 12, et puis là moins 6, c'est pas des scores ridicules quand tu sais que c'est voilà, c'était la seconde rotation qui était dans le 5 majeur et les clés étaient données à Norman Powell et à Russell Westbrook. Si on regarde un petit coup les stats, évidemment ça a été plutôt une série assez offensive, on ne s'est pas trop porté sur la défense. Et, et puis voilà, les chiffres sont sans équivoque. Meilleure adresse, meilleur shoot à 3 points. C'était meilleur défensivement même du côté des Suns, alors que c'était plutôt une caractéristique à l'avantage des Clippers. Mais bon, les Clippers, c'était pas au complet, donc c'est ce qui fait que la série fait que voilà, les Suns, de toute façon, à mi-distance, ils ont posé de mixtape. On sait que Devin Booker, Chris Paul sont très très bons à mi-distance. Même, en vérité, même notre ami Kevin Durant sont très très bons à mi-distance, donc ça fait que les Suns avaient juste à dérouler. Voilà, on a un Devin Booker de toute façon qui, depuis le début de la campagne de playoff, est monumental. Il a plus de 35 points de moyenne, je crois. Enfin, c'est ridicule. On a un Kevin Durant qui, en second couteau, pas forcément en criant ouais j'ai les clés de la franchise, mais fait vraiment le taf. Alors bon, Chris Paul évidemment s'est blessé dans la série face aux Nuggets actuellement, donc il sera out pour au moins 1 à 2 semaines, en tout cas pour le match 3, 4 et 5, voire 2, 3, 4, 5 je crois, donc peut-être qu'il sera de retour au match 6, donc ça c'est plutôt positif, parce qu'on pourrait peut-être le voir dans un clutch time. Mais voilà, les Suns se déroulent, Torrey Craig fait un vrai travail, Josh Okogie et aussi bon en second couteau, on a vu pas mal de Bismack Biyombo également. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que TJ Warren joue très peu. Mais là, il a un peu plus joué, je crois, dans la série face aux Nuggets. Mais évidemment, série à sens unique quand tu sais que les cadres ne sont pas là. Voilà, Kawhi a joué 2 matchs. Il a fait 2 bons matchs, hein, au passage. Et après, Russell Westbrook et Norman Powell ont tenu la baraque. Et on a eu des grosses performances de Russell Westbrook, des grosses performances de Norman Powell. Et je pense que ce qui est très cool sur cette série, c'est d'avoir vu un Westbrook au rendez-vous, qui avait envie de jouer, qui était dans un contexte qui lui plaisait, avec des pourcentages tout à fait corrects, dans la range des capacités de Russell Westbrook. Mais être en 41, 35, 88, en 23, 7, 7, c'est plutôt clean. Il a été juste, il a porté, il a fait vivre l'équipe, et je pense qu'il a donné le sourire, je pense, à la fanbase des Clippers. Il s'est racheté aussi une santé pour peut-être se voir signer un contrat, alors peut-être pas au minimum vet, mais en ayant un petit contrat sur 1 an, 2 ans, je sais pas, pour le voir encore jouer à NBA, parce qu'il nous a vraiment fait rêver. Ça a fait bien plaisir. C'était l'aspect un petit peu positif, on va dire, de cette série, parce qu'en réalité, à partir du moment où Paul George n'était pas là et que Kawhi a jeté l'éponge, il n'y avait pas vraiment de série. Voilà. Côté Kings Warriors, alors je sais que voilà, 99% de la fanbase NBA francophone mettait les Warriors vainqueurs pour des arguments face auxquels je n'étais pas forcément d'accord. Et ça, je pense que je vais vraiment me pencher sur la série, parce que c'était une très très belle série, très sincèrement. Et je pense que les Golden State, les Sacramento Kings, pardon, ont vraiment beaucoup de ressources. Et s'ils arrivent à faire les ajustements, parce que là ils sont quand même bien entourés, bon coach qui est Mike Brown, coach de l'année, mais aussi c'est McNair, je crois, leur GM, j'ai oublié son nom, qui a été Executive of the Year. On fait un vrai travail. Donc je pense que ça peut être que positif pour la saison prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas trop de mouvements qui vont être effectués à l'intersaison. Mais série de fou.
Alors, moi, j'avais mis les Kings en 6, et je crois qu'Enzo aussi. Alors, ils perdent en 7. Beaucoup de gens avaient mis les Warriors en 6, les Warriors en 5, les Warriors en 7. Curry a été insupportablement bon. Qu'est-ce qu'il a été fort? Très sincèrement, ça a été une série de fous. Moi, j'ai vu les 2 premiers matchs en direct, et c'était incroyable. Domination de Sacramento, malgré, parce que là, je vais un peu plus me pencher sur la série, mais malheureusement, ce qui a pêché, c'est surtout la, l'inexistence du secteur intérieur de, de Sacramento, qui avait pour moi la dominante face à celui des Warriors. Tout le respect que j'ai pour Draymond Green, c'est-à-dire aucun, mais Sacramento était bien meilleur avec un Keegan Murray qui fitait plutôt par rapport au style un peu small ball, c'est-à-dire on joue un petit peu à distance, on écarte un petit peu les lignes intérieures comme ils aiment beaucoup le faire du côté de Golden State, avec beaucoup de shooters qui sont très très menaçants et qui vont permettre, quand tu as des grands pivots, de devoir défendre au large et après d'aller chercher un drive ou des cuts dans la raquette. Le principe du small ball, qu'il y a une équipe qui a réussi à le faire réellement et aller au bout, c'était les Warriors. Et je pensais sincèrement que les Warriors allaient se faire botter le cul, mais le problème c'est que Sabonis a été fantomatique. Tout le long de la série, il a été catastrophique. Je dois être très, très, très sincère, il a été cata. Sabonis a été absolument catastrophique. Alors, ces stats vont pas forcément plus vous parler que ça. Alors, vous voyez, déjà, les Warriors n'ont pas été bons. Les 2 équipes n'ont pas été bons derrière l'arc. Ça a été très laborieux et c'est ce qui était un petit peu problématique sur cette série. Mais voilà, Sabonis fait une série. Alors, vous allez me dire, oui, non, voilà, il a 16 points, 11 rebonds, il fait des passes. D'accord. Non, Sabonis sur la saison régulière, voilà, il est en 19-12-7. Donc déjà, il propose des meilleures choses. Et il a des pourcentages à 61%. Avec un petit tir à 3 points, ça fait bien plus de passes, ça perd pas des ballons. Et globalement, c'est dominant. Là, Sabonis, sur ses playoffs, il a moins de points, il a aucune adresse, mais il a aucune putain d'adresse de nulle part. Ça prend moins de rebonds, ça fait moins de passes, ça perd plein de ballons. Et c'est ça le problème de cette série, c'est qu'en fait, là où Sacramento devait appuyer, c'est-à-dire ici, alors là il y a un pourcentage qui est plutôt flatteur parce que on a eu 2 Titi qui sont Malik Monk et De'Aaron Fox qui ont mis tout le monde dans leur sac à dos. Parce que sincèrement, ils ont été XXL les deux. Ces 2 jeunes et ils ont été incroyables. Ils ont tenu la tête quand même face aux champions en titre. Et face à des putains de légendes du basketball quand même. Et en fait, il y avait que eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux. On a eu des belles séquences d'Harrison Barnes, très sincèrement, qui a fait le café, mais qui, pour moi, a trop peu joué, alors qu'il était vraiment important, notamment au poste 3. On a eu un Keegan Murray, très jeune, mais qui fait le taf, et qui, je trouve, a été honorable, mais trop jeune. Dans une série comme ça, je pense qu'il n'avait pas les outils pour vraiment répondre au small ball, à la vitesse, à la défense, et à pouvoir sortir son épingle du jeu. Kevin Huerter a été honteux sur cette série. C'est vrai qu'il a 20% à 3 points. Ce mec, en carrière, enfin, en tout cas, sur la saison régulière, il a littéralement genre 35-37% à 3 points. Non, si je vous mets la saison régulière. Il a 40% à 3 points. Il a 20% sur la série. C'est à chier, ça a apporté aucune menace de l'autre côté, derrière la ligne à 3 points. C'était problématique. Et c'est ça le problème de toute façon de cette série, c'est qu'il y avait 2 gars. Et après, il y avait des role-players, notamment David Mitchell qui a fait un bon travail, Trey Lyles qui a fait des belles séquences quand il rentrait. Mais Kevin Huerter et Sabonis sont les 2 points négatifs de cette série. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils ont coûté, je pense, la victoire globalement aux Sacramento Kings parce qu'il y avait un vrai match, il y avait vrai affrontement. On a eu un beau run des Warriors qui ont dominé globalement un petit peu partout. Il y a eu des matchs très 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 serrés. Je veux dire, à la 126, 125, 123, 116. Alors là, il y a eu un blowout ici, et puis ici aussi. Je veux dire, ils ont totalement perdu la face dans le match 7 à domicile avec un Curry qui a été monumental. Mais le problème, c'est qu'en fait, Sacramento n'a pas pu jouer son jeu habituel, je pense, parce qu'ils ont eu un Sabonis qui s'est fait boxer le cul par un Kevin Looney et puis par un Draymond Green, qui a perdu tout intérêt, qui n'avait aucune agressivité, qui avait des pans en raisin à la place des mains, il perdait 15 000 ballons par match. Et en face, ça devait être De'Aaron Fox et Malik Monk qui devaient
faire le café pour aller essayer de recoller au score. Et quand en face, tu as des gars qui sont en rythme, qui ont l'habitude, qui connaissent leur système, que tout est huilé, que les ajustements de Steve Kerr vont être parfaits pour contrer les techniques de Mike Brown, ça fait que ça devient trop dur pour deux jeunes qui font pour leur première fois une campagne de playoff dans un contexte super angoissant dans le sens où la ville n'aura pas forcément leur en voudra pas s'ils perdent au premier tour parce qu'ils sont déjà en playoff, mais ils avaient les outils pour finir cette série en 6, très sincèrement. Et ça leur échappe un petit peu, je pense par manque d'expérience, de maturité. Et puis, certains gars dans l'équipe qui ont choke. Et ça, c'est bien dommage. Après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Warriors ont super bien joué. Ça a vraiment déroulé. C'était incroyable de la part de nos amis de San Francisco. Un sang-froid, un Curry qui a été juste XXL, indéfendable. Davion Mitchell qui, quand même, s'appelle Off Night, était incapable de le suivre. Il était complètement cuit alors qu'il jouait que 20 minutes par match. Il n'a pas été capable de trouver la solution pour éteindre Stephen Curry. Alors là, on voit sur la série face aux Lakers que Stephen Curry a un petit peu plus de mal face aux Lakers, mais parce que c'est une défense overall, c'est collectif, donc c'est pas juste un plot avec un écran où tu peux le déposer parce que le système des Warriors est basé sur des écrans et sur des courses de Stephen Curry à gogo, donc c'est plus simple de déposer un défenseur, quand bien même le défenseur est très 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 fort. Mais voilà. Fini pour cette série. On enchaîne avec cette série. On va en parler un petit peu plus en profondeur. Grizzlies Lakers. Alors un upset qui globalement était en la faveur des Lakers depuis le début. Plein de gens les mettaient premiers. Moi au début j'avais eu un peu de doute, je m'étais dit bah non, Memphis en 6 parce que ils sont meilleurs, tout simplement, ils sont plus en rythme, ils ont des meilleurs joueurs. Ça fait plusieurs saisons qu'ils se connaissent, qu'ils déroulent. Le seul problème c'est qu'il y avait des blessés, notamment dans le secteur intérieur. Brandon Clark, Steven Adams. Ça fait un petit peu chier. Bon, tu te dis, t'as Jaren Jackson qui est le défenseur de l'année, qui est un poste 4-5, qui est capable de tenir la baraque. Mais en vérité, pas tant que ça. En étant très sincère, je pense que c'est ce qui a pêché dans cette série du côté des Grizzlies, c'est les absents. Un peu de choke aussi, notamment Dillon Brooks, Desmond Bane en début de série, et puis après Jaren Jackson Jr. Sur le reste de la série. Il a fait un match 1 monumental, et puis le reste, il s'est fait malaxer le boule par Eddie, très sincèrement. Et ça, c'est problématique. Je sais plus où j'en étais, mais ce que je veux dire, oui, c'est que les absents ont coûté, je pense, à Memphis du côté du secteur intérieur, quand tu sais que les Lakers sont la meilleure équipe à l'intérieur de la ligue, avec Milwaukee. On parlera de Milwaukee aussi après. Mais c'est ce qui a fait que finalement, quand on voit les résultats, on a un gros match 1 qui est gagné, qui est remporté à Memphis, avec un Austin Reeves qui va faire un run de 14-0 et qui va clouer le bec aux Grizzlies. Et avec un Ja Morant qui se blesse à la main parce qu'il c'est un assassin, c'est-à-dire que le mec est un kamikaze, il saute littéralement sur LeBron James et il retombe mal. Ce qui va voir l'équipe des Grizzlies se voir privée de leur franchise player au match 2, ce qui n'empêchera pas de leur... à l'équipe de... Pardonnez-moi, j'arrive pas à m'exprimer, mais ce qui n'empêchera pas aux Grizzlies de remporter ce match 2 avec la manière, sans leur cadre, avec un Xavier Tillman qui va faire le café et avec des Lakers qui ont sous-estimé totalement leur adversaire et qui vont complètement se faire squeezer la victoire en mettant la série à 1-1. Avantage du terrain toujours pour les Lakers, un avantage du terrain qui va être utilisé et remporté par nos amis de Los Angeles avec une grosse victoire 111-101 dans le match 3, une victoire à l'arraché en overtime avec un beau drive de notre ami LeBron James pour clore le match. Et puis un blowout à Memphis, très sincèrement, 116-99, un blowout avec un Ja Morant qui va littéralement exploser les Lakers. Et puis j'ai mon voisin qui hurle. Et puis un match 6 que j'ai vu en direct qui a été une boucherie, plus 40. Plus 40 des Lakers dans le match 6 avec une équipe des Memphis complètement inexistante, absente. Ça va se voir au niveau des stats, très sincèrement. Voilà. Et c'est ce qui caractérise les Lakers, c'est une très très bonne défense qui arrive à maintenir une top attaque de la ligue. C'est quand même la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, certes avec un Steven Adams qui est absent, d'accord, mais Steven Adams n'était pas la pierre angulaire de l'équipe des Memphis Grizzlies, c'est un fait, il faut arrêter de le penser. Et puis avec du rebond, un gros secteur intérieur bien solide, une défense. Ça, vous voyez ça là? Ça, c'est lui là. Ça, c'est ce petit con là qui depuis le début des playoffs est
énorme. Mais quand je vous dis qu'il est énorme, il est énorme l'enflure. C'est-à-dire qu'il est XXL. C'est une machine à contre, c'est une machine à interception, c'est une machine de dissuasion. Il empêche tout le monde de rentrer dans la raquette. Grand, petit, moyen, ce que tu veux. Drive, dunk, non, ça dégage. Flotteur, ça dégage. Il n'y a rien qui rentre. Il a été énorme. Et, euh, et la série se gagne principalement grâce aux performances d'Anthony Davis parce qu'il a éteint Jaren Jackson sur la série. Jaren Jackson avait fait un très beau match 1 et après on l'aura plus revu, voilà, tout simplement. Et puis ça va se gagner à l'adresse, à la Grinta. On a un meilleur effectif globalement. Moi, c'était les craintes que j'avais, c'était de me dire peut-être que l'effectif n'a pas suffisamment joué ensemble et quand en face, tu as des gars qui se connaissent mieux, Desmond Bane, Dylan Brooks, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. Il y a Luke Kennard qui faisait un bon travail, Tyus Jones qui a toujours fait du bon tacle, Xavier Tillman aussi, voilà. Santi Almada qui peut balancer des grosses filoches en sortie de banc. Bon, j'étais un petit peu inquiet. On le voit, le match il s'est joué là, hein. Et le match il s'est pas joué là parce que il n'y a pas une adresse fantastique du côté de côté de chaque équipe, hein. 30% à 3 points, on est en dessous de la ligue, hein, de la moyenne de la ligue, hein, très sincèrement. Et puis une dominance monumentale de, dans la raquette ils n'ont pas vu le jour. C'est-à-dire qu'ils n'ont littéralement pas vu le jour. On leur met presque 10 field goals dans la gueule. C'est énorme. C'est juste énorme. Et quand on regarde les stats, on a un backcourt qui n'a pas été, selon moi, au rendez-vous. Desmond Bane a fait un début de série un petit peu compliqué. Il se relance notamment dans le match 4, 3, 4 et 5. Jaren Jackson, qui va avoir beaucoup de mal. Vous voyez les pourcentages. Jaren Jackson, c'est quand même un 3-4, un 4-5. Donc tu es censé avoir 10% de plus sur cette unité-là. Et il va être inexistant. Un Dylan Brooks qui, pareil, va être meurtrier à 3 points. 23%, 31% field goal. High poke Bears, mais il s'est fait complètement laver le cul par LeBron James. Il a perdu son duel de trash talk et il a perdu la face. Il a perdu d'ailleurs son contrat. Il a perdu d'ailleurs sa prolongation de contrat du côté de Memphis. Donc cette série lui coûte littéralement son avenir chez les Grizzlies. Et puis et les cadres, finalement, qui étaient les 4 cadres de cette équipe, ne sont pas au rendez-vous avec des pourcentages criminels, des ballons perdus à gogo, une incapacité à prendre le lead. Et puis après, en face, il y a des gars qui sont passés à côté de leur série. Je pense notamment à Tyus Jones, qui était très 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 précieux et qui va juste être fantomatique sur la série. Mais vraiment fantomatique. Vous voyez, sa ligne de stats, c'est pas joli, quoi. Il va jouer 20 minutes et il va être à 30%, 15%. Il fait même pas de passe, enfin, il était pas là. Il était pas là, il était absent et vraiment, je pense que la série se résume à ce match 6. Je sais pas si non, il se résume à ce match 6 où c'est une branlée, quoi. C'est-à-dire que c'est une branlée et ils ont pas de réponse pour ça. Ils ont pas de réponse pour Eddie, ils ont pas de réponse pour LeBron James, pour Austin Reeves et ça fait qu'ils se font tabasser l'arrêt, quoi. Et ils n'ont pas de réponse aussi pour un Rui Hachimura, parce que j'en parle pas, mais ça c'est un gros facteur. C'est que bordel, Rui Hachimura, le travail qu'il va faire en sortie de banc est absolument monumental. 56, 52, 83, 14 points par match. Énorme. Énorme. On va avoir un LeBron James qui certes va mener au score, mais globalement c'est un travail collectif avec un backcourt qui à eux deux cumule 32 points. Ce qui est très très bon. Très sincèrement, c'est impeccable. C'est royal. Et puis Anthony Davis, monumental. Voilà. Il est en 20-13 avec 4 blocs, une interception par match. Enfin voilà, une série rondement menée pour nos amis de Los Angeles. Ensuite, on enchaîne. On va faire peut-être. Est-ce qu'on ferait pas? Je pense qu'on va faire ça. On va enchaîner sur les pronos de la conférence Ouest sur les semi-finals. On va faire ça, je pense. On va commencer avec les Nuggets Suns qui sont déjà au match 4. Une série pour l'instant qui je pensais allait être à sens unique, très sincèrement, parce qu'on a une grosse domination des Nuggets lors du match 1 et une belle défense. Enfin, maintenir les Suns à 87 points, c'est très fort. On a une grosse défense et on avait vu même la vidéo de Mike Malone qui disait: vous savez pourquoi vous avez gagné? C'est parce que vous avez défendu dans le 4e quart-temps. Et puis ça s'effondre un peu. Alors ça s'effondre pas totalement, hein, parce que voilà, ils sont à -7 dans le match 3 et puis ils sont à -5 hier, avec un Nikola Jokic qui était complètement en pétard. Mais globalement, la série est relancée. Là, on va avoir un match
un match 5 à domicile du côté des Nuggets qu'il faut absolument gagner parce que là, il y avait 2-0 et 2-0, donc chaque équipe a remporté ses 2 matchs à domicile. Et les 2 matchs qui viennent de se dérouler, ça a été 2 masterclass. Je vais vous les mettre. Super. 2 masterclass de nos amis de. J'espère que le son va pas se lancer. Ça me ferait royalement chier, sinon ça me pétait les oreilles. Voilà. Alors on a eu un gros Nikola Jokic et un gros Jamal Murray de toute façon sur les 2 matchs, mais c'est surtout ça. C'est surtout un Devin Booker et un Kevin Durant qui sur les 2 matchs, et je vais vous mettre l'autre, sont énormes. Mais quand je vous dis énorme, c'est... Voilà. Et Devin Booker, globalement, sur cette campagne de playoff, est monumental. Et hier, on a Nikola Jokic, on parle pas beaucoup de ça, mais 53 points. Voilà. Avec un Jamal Murray qui est très juste. Et on l'a vu d'ailleurs très très en colère, parce qu'on s'est dit, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à son équipe, c'est ils sont que deux en face. Et on n'arrive pas à les tenir. Alors que nous, on est toute une équipe, on est tout un collectif qui fonctionne. Donc on va parler de cette série, parce que là, j'ai fait mon petit laïus, mais pour moi, cette série, je la pensais plus à sens unique. J'avais dit à Enzo, après la victoire, la deuxième victoire des Nuggets, je m'étais dit, en réalité, en fait, est-ce que les Nuggets sont pas juste trop forts et qu'en face, il n'y a pas de réponse? En face, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse défensive. Et ils sont privés de Chris Paul. Donc, ils arrivent vraiment bien à fonctionner. Il n'y a pas de réponse défensive de la part des Suns. Mais il y a une réponse offensive. C'est « Ah, vous avez scoré plus que nous ?» Ben non, en fait, c'est nous qui allons scorer plus que vous. Et Devin Booker le montre parfaitement. Il est insane. Il est sincèrement insane. Il a 36 points par match sur la série. Et il a 36 points par match depuis le début des playoffs. Et il est en face, c'est un duel Jokic-Murray, Booker-Durant. Pour l'instant, c'est égalité, c'est-à-dire que les deux équipes se valent, mais si on continue à suivre ce rythme-là, ça va se rendre coup pour coup et ça va quoi? Ça va finir en match 7 à domicile du côté des Nuggets et ça va être super tendu parce qu'on a en face un gars qui s'appelle Kevin Durant qui a l'expérience des playoffs et qui, je pense, a le plus d'expérience en playoffs que n'importe qui sur cette série. Ceci étant dit, si je devais pronostiquer, parce que c'est vrai que je suis juste en train de parler de ce qui est en train de se passer, mais je ne pronostique pas. Je pensais honnêtement que la série allait se finir en 6 pour les Nuggets. Il y a plein de gens qui voient les Suns, etc. Parce que Kevin Durant, Devin Booker et toutes ces choses-là. J'ai l'impression que les Nuggets ont plus de ressources. Ils ont une profondeur de banc beaucoup plus importante que les Suns. Alors pas plus importante que ça en réalité, mais je trouve qu'ils ont plus de menaces globalement pour scorer. J'en parlais tout à l'heure, mais ils ont du Bruce Brown, du KCP, du Jamal Murray, du MPJ, du Jokic, du Aaron Gordon. Et ça, je pense que c'est vraiment peut-être un argument qui va en la faveur des Nuggets, contrairement aux Suns où effectivement sans Paul George, sans Chris Paul et puis avec un DeAndre Ayton qui est inutile très sincèrement. Je me dis ils ont Devin Booker et Kevin Durant, mais est-ce que là on a vu 2 masterclass de Booker et Durant sur les 2 matchs à domicile, mais est-ce que ça va tenir toute la série? Est-ce qu'ils vont réussir à, à juste garder ce rythme-là sur les 3 prochains matchs ou sur les 2 prochains pour gagner en 6 face aux Nuggets? Je sais pas, je me dis qu'il va probablement y avoir un match sans, qu'il va y avoir des ajustements de la part de Mike Malone. Euh, Peut-être défensivement parce que les Suns sont pas une bonne défense. Objectivement, c'est pas une bonne défense. Je pense que les Nuggets ont plus d'arguments défensifs, ou en tout cas pour contrecarrer les plans et les outils offensifs de Phoenix. Moi, je pense que la série va probablement se finir en 7. Je vois une victoire assez importante de nos amis des Nuggets à domicile dans le match 5. Et probablement une réponse similaire dans le match 6 à domicile pour les Suns. Et avec un match 7 qui se termine au Pepsi Center, je crois. Je sais pas si c'est le nom. Je crois que c'est le nom de leur arène, enfin de leur stade. Je vois un match se finir en 7 à domicile du côté des Nuggets avec un gros Nikola Jokic qui terminerait la série. Et je pense que ce sera probablement une des plus belles séries de ces demi-finales de conf. Parce que, on le verra plus tard, mais bon, c'est pas non plus rocambolesque du côté de l'Est. Mais pour moi, c'est une série qui est magnifique, qui va vachement... On aurait tendance à dire qu'elle va se porter sur l'attaque, parce que pour l'instant, on a vraiment des grosses performances de chaque côté avec différents joueurs. Mais je pense que la solution va se trouver probablement dans une solution défensive proposée par Mike Malone pour essayer d'éteindre un petit peu un Kevin Durant en envoyant un Aaron Gordon vraiment au charbon sur Kevin. Et puis en face, le problème des Suns, c'est qu'il n'y a pas de réponse sur notre ami Jokic. Donc
C'est mon prono, je vois les Nuggets en 7. Y aller avec peut-être plus d'arguments, plus d'expérience collective, je dirais. Et, euh, et que peut-être que le talent ne suffira pas du côté des Suns. Après, tout dépend de si Chris Paul va revenir au match 6 et 7, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu un pansement sur une jambe de bois et que Chris Paul va pas être en capacité d'être un game changer dans la série, très sincèrement. Et je pense que tout va dépendre aussi de si oui ou non Michael Porter Jr. fait un match où il est très menaçant à 3 points. Ça, c'est mon avis, mais je pense que si on a un match genre 5 ou 6 de Kevin Porter Jr., de Michael Porter Jr., pardon, ça peut changer la donne. De le voir tourner à 27 points sur un match, en étant juste inarrêtable à 3 points, ça peut faire une différence sur une série, et je pense que ça va être le facteur X du côté de Denver, c'est son réveil, tout simplement. Et on finit à l'ouest, avec la série que je suis le plus, évidemment. Euh, Golden State contre Los Angeles, les deux franchises les plus détestées de la NBA, finalement. Euh, une série pour l'instant très intéressante, même si on écoute les fans des autres franchises, c'est chiant à mourir et de toute façon ils détestent les deux franchises, c'est ce que je comprends. Euh, mais c'est une série très intéressante pour l'instant. Alors on a vu un match 1 très 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 serré. Euh, au, au Chase Center, donc à San Francisco, où on a eu un gros run des Lakers en fin enfin une dominance, on va dire, des Lakers globalement sur le match, qui les amenait à plus 14 à 5 minutes de la fin, et avec un gros run avec énormément d'adresses à 3 points du côté de Golden State, qui a permis d'amener le match à 115-112, avec un dagger, enfin une possibilité de mettre un dagger de la part de Jordan Poole à 13 mètres, je crois, enfin c'était bien trop loin. C'était pas une brique, c'était un bon shoot qu'il a pris, parce qu'on a vu pas mal de débats. Est-ce que c'était un bon shoot, un mauvais shoot? C'était un bon shoot pour moi qu'il a pris. Ça ne suffit pas et les Lakers vont clore le match, les Lakers vont clore le match donc 117-112. Match 2, branlé des Warriors sur les Lakers. C'est un match à sens unique, c'est-à-dire que les Warriors ont amené Darvin Ham et ses compères là où ils voulaient les amener, c'est-à-dire à courir, à jouer sur tout terrain, à, à juste étirer les défenses, à jouer vite avec un ajustement, parce que c'est ce qu'on avait vu. Kevin Looney fait une très très belle campagne de playoff du côté de San Francisco. On l'avait vu très très important à choper énormément de rebonds et à mettre la misère à Sabonis dans la série face aux Kings. Il fait un match 1 énorme où il prend 23 rebonds comme AD. Et puis dans le match 2, il est blessé, enfin il est malade. Match 2 et 3, il est malade, donc il va sortir du banc et jouer 11 à 15 minutes. Et Steve Kerr fait un ajustement où il met Jamichael Green en 4 et où ça roule. Ça roule énormément et on se dit putain, mais Steve Kerr est incroyable, quel ajustement de fou malade. Ma grosse bite, voilà, je vous le dis de vous à moi, ma grosse beuteux. Il a joué 12 minutes et en fait ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est l'ajustement effectivement de Steve Kerr, parce qu'on le voit, c'est 127-100, c'est une branlée. Le match il est fini à la fin du troisième quart-temps. Darvin Ham, il reste 2 ou 3 minutes dans le troisième quart-temps, il fait garbage time. Mes cadres, allez vous reposer, j'en ai plus rien à foutre. Ce qui est une très bonne décision. Et on n'avait vu aucune inquiétude du côté des Lakers, pas de... un sourire sur le visage de Darvin Ham, mais en tout cas pas de panique du côté du bateau des Lakers. Ce qui m'avait plutôt rassuré, parce que c'est vrai que le match, il a un sens unique. Les Lakers sont à 29% à 3 points, 42% au field goal. Aucune adresse, ça ne joue pas à l'intérieur. Anthony Davis va toucher très peu de ballons, il va mettre que 11 points, va choper peu de rebonds. Alors qu'en face, voilà, ça nous met 15 rebonds dans la gueule. Donc c'est relativement violent. Les passes, elles se distribuent, 38 assists à 27. Ça déroule, 50, 50, 62. Enfin, il n'y a rien à dire. Les cadres sont juste en feu à 3 points. Même le banc commence à s'y mettre. Et on se dit, waouh, l'ajustement de Steve Kerr, Jamichael Green, formidable. Ce qui est intéressant, donc, ce que je disais dans ce match-là, c'est que l'apport de Jamichael Green fait que Kevin Looney n'est pas un joueur menaçant à 3 points. Vous voyez, Kevin Looney, il va jouer 11 minutes. Kevin Looney n'est pas un joueur menaçant à 3 points, c'est plutôt un gros rebondeur qui va être là pour box out, pour aller chercher des paniers faciles, des alley-oops, etc. Mais c'est pas quelqu'un de très vertical. Il s'est un petit peu mué sur cette campagne de playoff en rebondeur. Le fait est que, pour moi, c'est à l'avantage des Lakers d'avoir Kevin Looney dans la raquette, parce qu'il est un peu statique, c'est-à-dire qu'il va choper beaucoup de rebonds, il va proposer des deuxièmes chances avec des rebonds offensifs, mais c'est pas quelqu'un qui va étirer ta défense. Et le principe du small ball, c'est de mettre Draymond Green en 5. Draymond Green, il est relativement versatile, il est capable de faire des passes, d'étirer les défenses, de se mettre dans un corner ou à 45, de shooter, même si ça fait pour moi 6 ans qu'il a plus d'adresse à 3 points,
C'est un fait, c'est pas un gros shooter à 3 points, mais il est malin, il a un bon QI basket, il a du hustle pour aller chercher des rebonds. D'ailleurs, ça se voit sur ce match, il est en 11, 11, 9, donc c'est presque en triple-double. Et on sait que quand il est en triple-double, les Warriors, ça déroule. Et le principe de mettre Jamichael Green, c'est de mettre un 4, qui n'est pas un 4, parce que c'est un 3, Jamichael Green. De le mettre en 4, donc apporter réduire la hauteur de l'équipe, mais donc beaucoup plus de mobilité, d'étirer la défense des Lakers et d'apporter de la menace à 3 points. Qu'est-ce qui se passe dans le 5 majeur ? 50-50, 72-60. 50% à 3 points, 21 sur 42. Ça a fonctionné. Il a juste étiré les défenses, forcé AD à défendre au large, ce qui l'a empêché de prendre des rebonds, il n'en a pris que 7, ce qui l'a empêché d'être impactant, et en face, ça a juste couru dans tous les sens, les Lakers ont perdu leur discipline dans leur défense, et les Lakers ont juste pris l'eau, et on le voit, les cadres, moins 10, moins 27, moins 22, moins 22 et moins 19 en plus-minus, ils se sont fait atomiser, ils ont été fantomatiques, et c'était bien joué de Steve Kerr. Maintenant, le match 3, qui est encore une plus grosse branlée de la part des Lakers. Alors il a été critiqué, oui, c'est quoi, il y a des lancers, comment ça les Lakers ils ont des lancers. Avis à tous les haters, pinez vos mères et regardez juste les matchs. Parce qu'effectivement, il y a 37 lancers pour les Lakers, il y en a 17 pour les Warriors. Mais il y a le même nombre de fautes. Pourquoi ? Parce que les Lakers jouent à l'intérieur de la putain de raquette. Ce que ne font pas les Golden State Warriors. Il y a des drives de Curry qui se font bâcher par Anthony Davis. Mais les Warriors ne jouent pas à l'intérieur. Ce n'est pas une équipe qui a des postes 5 dominants. Elle a plutôt des petits postes 5, comme Kevin Looney, comme Draymond Green. Et ils ne vont pas chercher des fautes. C'est un jeu à distance. Et la preuve, regardez. Bon, là, ils n'ont pas un bon pourcentage. Mais quand on regarde la série... Merde. Je vais essayer de retrouver l'onglet. Mais quand on regarde la série, les Warriors, ils ont juste un putain de pourcentage de 3 points. Où est-ce que c'est ? Ils ont 39% à 3 points sur la série. Ce qui est très très bon. Une équipe qui a presque 40% à 3 points. 40% à 3 points, c'est des shooters élites. Une équipe qui a 40% à 3 points sur une série, c'est incroyable. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est une très bonne équipe et ça déroule. Le problème qui se passe dans le match, dans le match 3, c'est qu'en fait, les Lakers défendent. Ce qu'ils n'avaient pas fait dans le match 2. Ils s'étaient fait piéger par ce système en mettant Jamichael Green. Sauf que Jamichael Green, il va vite être inutile. Draymond Green fait un match fantomatique, il met 2 points, il chope 2 rebonds, il fait 4 passes, il va être dans le foul trouble extrêmement rapidement, parce qu'en face, lui, il est dans son match, et quand il est dans son match, les Lakers, ils sont intouchables. LeBron James fait une première mi-temps où il se mue en passeur, où il distribue 8 ballons, et après, il va retrouver un petit peu son shoot à mi-distance, son shoot à 3 points, et son drive, qui va lui permettre de générer des lancers francs. En face, Jared Vanderbilt, et malgré des lignes de stats affreuses, il lock Stephen Curry. Alors, lock Stephen Curry, c'est toujours se prendre 20 à 30 points dans la gueule. Mais Steph Curry a beaucoup de mal à trouver des tirs faciles, à trouver des drives faciles, parce que il est très très long. Il est très très longiligne, des grands segments. Et sur le peu de minutes qu'il joue, il fait chier Steph. Et en face, t'as ça qui vient te déranger quand tu vas aller faire un drive facile. Et c'est très compliqué. Et le match 3 va être aussi rythmé par le fait que ce Titi-là, il va être à 62% à 3 points. Il va balancer 5 filoches très rapidement dans le match, et qu'après ça déroule, et que on tourne en garbage time hyper rapidement, et que les Warriors jettent l'éponge, et qu'à la fin du troisième quart, le match est plié, et on se retrouve dans le même scénario. Donc blowout contre blowout, ça s'annule, la série est relancée, mais elle est toujours à l'avantage des Lakers, qui ont un match encore à domicile, et qui peuvent prendre l'avantage d'être en 3-1. On a eu un bel ajustement de Darvin Ham, qui remet Lonnie Walker dans la rotation, qui pour moi ça est un ajustement, j'allais parler anglais, un ajustement super, pour être très sincère. Faire cette décision, c'est très 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 malin. Parce que ce qui manquait aux Lakers, notamment sur cette sortie de banc, et globalement face aux Warriors, c'est un petit peu de physique. Parce que les Warriors, c'est une équipe qui joue sur tout terrain, qui aime bien courir vite. Steph Curry, c'est pas un tank, mais putain, il a le cardio d'un marathonien. Et ce qui manque un petit peu, c'est des défenses solides. Alors, les Lakers, ça ne manque pas de défense solide, c'est pas ce que je veux dire. Mais les Lakers, ils sont très bons sur demi-terrain. Et quand ils jouent sur demi-terrain, ils explosent les Warriors. Et ce qui manque en attaque, c'est un petit peu de versatilité. Parce qu'on sait que LeBron James n'est pas tout à fait revenu de sa blessure. Enfin, on le sent dans sa façon de jouer, il n'est pas tout à fait revenu. Donc en termes de drive, c'est un petit peu limité. On a du Austin Reeves qui est un petit peu crafty, mais quand il n'est pas dans son match, et puis là il est bien défendu par Klay Thompson, c'est un petit peu difficile d'avoir le même impact. On a un D'Lo qui, un soir sur deux, peut être un petit peu cafouilleux. Ce qui fait que globalement,
les Lakers, ça se tourne vachement autour de est-ce qu'Anthony Davis va faire un, est-ce que Anthony Davis va faire un bon match. Et quand il fait pas un bon match, on se fait laver l'arrêt. Et le fait de mettre un Lonnie Walker, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça peut être une belle combinaison avec un D'Lo, avec un Austin Reeves sur des écrans, même avec Anthony Davis, sur des écrans assez hauts pour que lui puisse driver. Il s'appelle quand même Skywalker, c'est pas pour rien, c'est qu'il peut arracher le cercle très rapidement. Il a un shoot à 3 points qui est correct, il a un shoot à mi-distance qui est bon, et physiquement il est très intéressant, il peut apporter pas mal de verticalité et de pace sur les ailes pour un petit peu faire chier des gars comme Andrew Wiggins ou Klay Thompson, ou même Steph Curry, si Steph Curry défend sur lui, pour un petit peu apporter de la menace sur les drives, ce que n'ont pas les Lakers, parce que c'est ce qu'on crie, enfin c'est ce que ont crié les fans de basket en disant oui mais les Lakers ils ont beaucoup de lancers, ils sont pas du tout premiers en drive. Ça ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait les Lakers sont beaucoup de lancers, non pas parce qu'ils font des drives, parce que jouer dans la raquette ça veut pas dire faire des drives, ça veut dire driver dans la raquette et faire une passe à ton pivot qui est en train de rouler sur l'écran et qui est un petit peu en retard et qui va t'arracher le cercle, ou faire une passe au poste à Anthony Davis qui joue dans la raquette et qui va se retourner, qui va provoquer une faute parce qu'il est indéfendable. C'est ça. Et les Lakers gagnent sur ça, ils appuient sur ce jeu-là qui est très bon, qui est tout simplement de jouer sur leur intérieur. Oui, il a pris que 10 tirs. Dans le match précédent, il en avait pris 11, mais après, il a 70%, donc il met 14 points, mais après, il a 11 lancés, il fait que des N1. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que si il tire pas, il a un lancer, il a 2 lancers après. Donc en fait, il peut constamment générer des points. Et c'est ce que font les Lakers, c'est ce que font LeBron James et Anthony Davis. Et même Austin Reeves, quand il fait des matchs moyens, parce que là, vous voyez, en termes de pourcentage, 25%, il a 5 sur 7 au lancer, il fait pas forcément plus de passes que ça, mais il a un plus-minus d'enculé. Pourquoi ? Parce qu'il est super bon en défense, et qu'il fait des bonnes passes, qui sont pas des passes décisives, mais qui sont des bonnes passes. Bref. La série est relancée parce qu'on avait vu, on s'était dit oula, mais avant les Lakers, ils sont ramonés là, ils ont fait un gros match, mais là ils sont ramonés. Steve Kerr fait un ajustement de fou. Réponse forte des ex-champions d'il y a 2 ans. Et je pense que le match 4 va être très très important. Moi, mon pronostic évidemment, c'est que je mets les Lakers en 6. Pour moi, les Lakers finiront à la maison. Ils vont prendre le match 4. Ils vont se prendre une branlée au match 5 au Chase Center. Et ils finiront à domicile. Match 6 avec une grosse performance d'Anthony Davis. Et je pense que la clé de cette victoire est dans le fait que Anthony Davis va être dans son match. Il faut qu'Anthony Davis soit dans son match tous les soirs, en fait, si les Lakers veulent gagner. Et puis il faut surtout une défense de mi-terrain impeccable avec un Jared Vanderbilt qui est capable de vraiment museler Steph Curry. Je pense que les Warriors n'ont pas tant de réponses que ça, qui sont assez fatigués par rapport à leur match 7 face aux Kings. Les Lakers ont eu plus de repos. Et les Lakers ont probablement plus d'outils et d'arguments. Ils sont plus versatiles que les Warriors. Overall, je pense. Que les ajustements de Darvin Ham peuvent être encore bons et qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas encore rentrés dans leur série. Je pense que Lonnie Walker est un asset assez important, mais un Troy Brown peut être aussi très précieux en sortie de banc. Même s'il est assez jeune et qu'il peut faire pas mal d'erreurs, je pense que ça peut être intéressant de le placer à certains moments. Et je pense que tout va jouer à l'intérieur et que si les Lakers arrivent à jouer leur jeu, à jouer sur Anthony Davis, à pas tomber dans le piège des Warriors de courir et d'essayer de défendre des shoots extérieurs à la con parce que tu n'arrives pas à poser ta défense et à cadenasser directement dès la remise en jeu Stephen Curry, là on peut se faire peur. Mais je pense que je vois le match 4 être pris dans un match 4 très compliqué, mais qui va être pris dans le clutch time par les Lakers, et puis après terminé à domicile en 6, tout simplement. Je finis du côté de l'Ouest. Comme j'ai dit, je vois effectivement en finale Nuggets-Lakers, un remake de 2020, tout simplement. Et je pense que les Nuggets vont prendre leur revanche. Ils ont plus d'arguments, plus de réponses. Et que dans la bataille de l'intérieur, je pense que Jokic est probablement meilleur que Anthony Davis. Et je vois une série assez courte en vérité. Je vois bien les Nuggets finir en 5 face aux Lakers, très sincèrement. Peut-être en 6, mais j'ai du mal à voir les Lakers gagner. À part si les Lakers terminent la série en 5 face aux Warriors, je vois mal les Lakers passer les Nuggets et aller en finale, tout simplement. Fini pour cette review, donc j'ai décidé en improvisant de faire que la conférence Ouest pour le moment, et puis après je ferai la conférence Est, tout simplement, dans un autre épisode, qui va tomber probablement juste après, je vais probablement l'enregistrer juste après.
Et puis voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, cette petite preview, ce petit résumé du first round et puis là des semi-finals. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous, je vous remets l'overlay qui sera champion. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Plein de papouilles partout. Et comme disait un grand philosophe, qui mange une noix de coco a confiance en son anus. Voilà.